deux volets. Un premier volet donc, sur les relations commerciales et garantir un revenu aux producteurs. Et un deuxième volet donc, qui est sur l'accessibilité à une alimentation de qualité sûre, variée, diversifiée. Et dans cette loi Egalim, dans ce deuxième volet, il y a des obligations au niveau de la restauration collective, notamment l'article 24 de la loi Egalim, qui obligera la restauration collective à compter du 1er janvier 2022 à se fournir à hauteur de 50% de produits de qualité et durables. Et c'est vrai que cet article 24 a posé beaucoup de questions. Et donc, avec les 3 partenaires que je vous ai cités précédemment, on a voulu mettre en place un colloque d'une journée en présentiel avec des ateliers, avec des tables rondes, etc. Et puis, crise Covid oblige, nous avons dû revoir notre copie et au printemps, on a décidé de faire une série de webinaires, d'animer donc ces séminaires en distanciel, donc avec le soutien logistique du Centre national de la fonction publique territoriale. Nous avons démarré donc le 30 septembre 2018. Nous avons eu, je crois, de mémoire, plus d'une centaine d'inscrits, 108, je crois. Ce premier atelier du 30 septembre portait donc sur la définition de ce qu'est un produit Egalim dans la loi. Donc, un produit de qualité et durable, c'est quoi et quels outils on peut avoir pour trouver ces produits-là. Un deuxième webinaire donc, a eu lieu au mois d'octobre, le 21 octobre, était plus spécifique à la restauration collective scolaire, puisque cette fois, nous avons parlé de menus végétariens en restauration collective scolaire et également diversification des protéines d'origine végétale. Et donc, ce troisième webinaire que nous avons aujourd'hui dans le cadre des assises du gaspillage alimentaire, en fait, voilà, les assises étant elles aussi en distanciel, il nous a paru intéressant de coupler en fait nos webinaires Egalim avec ces assises. Le prochain atelier, le prochain webinaire aura lieu le 9 décembre et se portera cette fois sur une commande publique éco-responsable pour voir comment effectivement on a un peu intégré dans la commande publique l'introduction des 50% de produits de qualité. Voilà pour resituer un petit peu le cadre de cet atelier d'1 heure et quart que je vais donc maintenant redonner la parole à Nathalie et aux intervenants pour présenter comment atteindre les objectifs de la loi Egalim avec le gaspillage alimentaire. Merci. Merci Sabine. Donc déjà, avant de commencer, il y a des petits éléments techniques pour ceux qui n'auraient pas été présents avant. Donc, si vous souhaitez échanger, parce qu'on est en mode webinaire, donc nous ne pouvons pas vous voir, mais si vous voulez vraiment nous faire part d'éléments, échanger, donner vos avis ou échanger avec d'autres participants à cette réunion, n'hésitez pas à aller dans discussion ou converser. Donc, c'est un petit logo, un petit icône qui est en bas de votre écran, donc converser ou discussion. Et si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez aller dans Q et R. Donc là, c'est Alice, donc qui est maintenant bénévole au Crépan, qui fera le retour de ces questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à cet endroit-là. Également, je viens de lancer un petit sondage pour savoir qui vous êtes. Donc là, je vais attendre que les uns et les autres vous votiez. Pour l'instant, il y a 26 personnes qui ont voté. Donc pour cela, il faut aller sur sondage en bas de votre écran et indiquer donc qui vous êtes. Et après, la première question était de savoir, donc là, il y a toutes les questions qui sont ensemble. Je donnerai les résultats tout à l'heure, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore répondu, à y retourner pour répondre à ces 3 questions. Donc, qui vous êtes? Est-il possible de faire des économies en réduisant son gaspillage? Et une petite question bonus sur les grammages par rapport au GEMRCN, parce que c'est une question, je pense qu'on va l'aborder. On ne pourra pas la contourner. Voilà, donc je vous laisse répondre à ce sondage. Et pour le timing, donc cet atelier se terminera à 12h10 parce qu'il y a le forum des outils par la suite sur ce même lien qui aura lieu, mais donc il faudra que l'on termine pour donner la place au forum des outils. Voilà, je crois que j'ai tout bien présenté. Donc, ce que je vous propose, donc on va essayer d'avoir des échanges entre vos 2 sites, donc entre le site de Solier et le site de Rouen. Donc, peut-être déjà pour vous présenter, alors, on va peut-être commencer peut-être par Christophe pour nous présenter voilà, Solier un peu.
quelle est la restauration, un peu le contexte par rapport à la restauration. Et petit à petit, on ira et on déroulera le fil sur le gaspillage. Donc Solier, c'est une petite commune tout près de Caen, hein, à la périphérie de Caen. Nous, on fait de la restauration sur place, en liaison chaude. On a environ 240 enfants entre la maternelle et la primaire. Voilà, et donc on a essayé de mettre en place depuis 3 ans maintenant cette réduction de gaspillage. Et on arrive à des réels progrès au bout de ces 3 ans et demi maintenant, voilà, que c'est en place. Donc, on a été pas mal aidé par Nathalie et puis par Émilie. Voilà, on a eu pas mal de liens, pas mal de contacts, mais bon, voilà, après, on en rediscutera voilà, pour aller plus loin. Très bien, ben, merci. Et alors, pour Rouen, alors, je crois que Rouen, vous avez… Hop, je vais partager. Alors, attendez. Voilà, donc je vous laisse donc à deux voix vous présenter et présenter la restauration de Rouen. Alors, Dominique Maupin, je suis directeur de la cuisine centrale de Rouen. C'est un syndicat intercommunal qui gère la restauration des deux collectivités que sont Rouen et Bois-Guillaume. Tous les jours, on fabrique environ entre 7000 et 7200 repas suivant la fréquentation. Et on travaille effectivement sur le gaspillage alimentaire depuis un petit moment maintenant, en relation avec Pierre Creuse sur la ville de Rouen essentiellement. Et on est sur des produits essentiellement faits maison, à plus de 95%. Et puis aujourd'hui, par rapport aux objectifs de la Egalim, on est quasiment à 57,5%. Voilà. Et donc Pierre Creuset, chef de projet, donc Mon Restaurant Responsable au sein de la ville de Rouen. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la démarche, c'est une démarche qui a été engagée par les élus en 2018 en collaboration étroite avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, donc la Fondation Nicolas Hulot. Et en fait, voilà, ces questions-là de gaspillage alimentaire, de respect de la loi Egalim viennent complètement s'intégrer dans cette démarche Mon Restaurant Responsable qui se veut en fait plus globalisante que la question du repas et de son approvisionnement et de sa transformation. C'est une démarche qui a 4 grands champs, mais qui ont forcément des impacts directs sur la consommation des convives, que sont le bien-être et le confort des enfants dans les restaurants. Donc là, effectivement, on travaille plutôt la question du bâti, du mobilier, des sens de circulation, des adaptations de self, etc. Donc on va dire tout ce qui est plutôt voilà, matériel. Mais aussi le bien-être, ça passe par l'ambiance dans les restaurants, donc la place des agents, leur rôle, leur capacité à accompagner l'enfant dans sa démarche d'éducation au goût. Ça, je pense que ce sera un élément qui sera abordé cet après-midi. Un deuxième volet qui concerne l'assiette responsable, et c'est forcément là plutôt et entièrement le travail de Dominique Maupin et de ses équipes en cuisine centrale. Donc c'est un deuxième champ très important, puisque voilà, tout part aussi de la qualité de l'assiette. Un troisième champ qui est tourné vers les éco-gestes, c'est-à-dire voilà, quels sont notamment par exemple les produits d'entretien utilisés dans les restaurants, les moyens techniques mis à disposition des agents pour pouvoir effectivement, par exemple, nettoyer ces restaurants. L'idée, c'est aussi d'être dans une démarche globalisante à la fois pour l'enfant, mais aussi pour les agents. Une démarche de promotion de la santé, c'est-à-dire qu'il y a la nutrition, mais il y a aussi le cadre dans lequel on se restaure et les conditions dans lesquelles on se restaure et on travaille pour les agents. Et puis un quatrième champ qui est plutôt l'engagement social et territorial, qui notamment concerne plus à ce niveau-là tout ce qui est le don alimentaire, que faire des restes, des produits non consommés dans chaque restaurant de midi. On a plus de 70 sites par jour qui fonctionnent. Comment on s'intègre en fait dans une vie aussi de quartier, comment on peut être un peu dans une démarche de solidarité par rapport à des associations de proximité sur le don alimentaire. Et bien sûr aussi sur tout ce qui est collecte des biodéchets. Donc ça, je pense qu'on pourra aussi y revenir, même si ce n'est pas le sujet central.
Mais voilà, et donc dans cette démarche globale, on a mis en place une étude en 2018 assez poussée sur l'évaluation du gaspillage alimentaire sur Alors, la commune de Rouen. alors, Euh, ça, et donc, justement, l'idée, ouais, c'est on va revenir après dessus petit à petit par rapport à tout ça. Donc, merci beaucoup. J'ai mis dans le fil de discussion le lien pour Mon Restaurant Responsable pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur, c'est un label ou cette démarche. une démarche voilà, volontaire. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres démarches aussi qui sont faites à Gorès. Je crois que c'est plus sur la norme. Il y a aussi une norme. Donc voilà, il y a deux approches différentes entre une norme ou un label. Et comme ça, vous avez ces éléments-là. Donc merci déjà pour votre présentation. Là, justement, en préparant un peu cet atelier, on a vu que vous aviez eu, que ce soit Solier ou Rouen, vous n'avez pas abordé ce sujet, ce lien entre le gaspillage et Egalim, vous ne l'avez pas abordé de la même façon. Donc là, l'idée, c'est que l'on voit d'abord, on va commencer, on va continuer de vous laisser la parole à Rouen pour pouvoir avoir, vous, l'approche que vous avez eue justement de ce lien entre Egalim et gaspillage alimentaire. Et après, on verra à Solier comment ça s'est passé, cette démarche-là. Mais vous, apparemment, ça s'est passé vraiment différemment, où vous aviez déjà une volonté qui était liée à Egalim, qui était assez forte. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter un peu cette genèse et comment vous abordez ce lien entre voilà, le travail que vous faites sur Egalim et le gaspillage, et comment vous abordez le gaspillage par rapport à ça. Et ensuite, on passera à Solier. Ouais. Donc, Egalim, nous, la démarche, elle s'est faite automatiquement, je dirais, puisque suite à une décision politique de la ville de Rouen en 2011 de reprendre sa restauration en régie directe, puisqu'avant, la restauration était sous-traitée, l'objectif principal en 2011 a été de se dire on va remettre dans l'assiette des bons produits de proximité, donc des produits locaux. Bon, c'est vrai qu'en circuit court, c'est vrai que circuit court, on peut avoir des ananas en circuit court. Bon, en termes de distance, c'est pas très court, mais comme il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est court. Mais surtout des produits locaux en circuit court, qui soient sur une agriculture raisonnée ou sur une agriculture aussi biologique, sur la pêche durable aussi. On a développé avec tout ce qui est animaux, par exemple le bœuf, le porc, les volailles, l'agneau, des bêtes exclusivement de Normandie, qui sont soit bleu blanc cœur, qui soit la belle rouge, bio, le bœuf herbagé notamment, par exemple, avec l'établissement de Brodois. Donc, ces démarches-là, depuis 2011, on était dedans, et automatiquement, quand il y a eu l'objectif d'être à plus de 50% pour 2022, nous, les chiffres sont sortis et on est déjà à plus de 50%, mais c'est quand même une démarche de très, très longue haleine. Et aussi, c'est aussi une démarche, si on veut être dedans, par rapport à l'objectif de l'Egalim, pas par rapport au gaspillage, mais si on veut être dedans, il faut faire du cuisiner maison, parce que pour une cuisine centrale qui fait 7200 repas, à tuer des coupes de volaille en Normandie, il n'y en a pas en capacité de faire 7200 cuisses de poulet ou blanc de poulet. Donc, on a été obligé de revoir un petit peu tous nos processus de fabrication. Le poulet, on le rôtit comme à la maison, on le coupe derrière. Bon, ça demande beaucoup de travail, d'organisation assez poussée, mais si vraiment on veut être dans les plus de 50% de l'Egalim, ça passe forcément par là. Alors, c'est certainement plus difficile sur une cuisine centrale qui livre 70 restaurants, puisque là, les volumes sont extrêmement importants. Donc, quand on fait éplucher les carottes, c'est 1,5 tonne de carottes, c'est 2 tonnes de pommes de terre, c'est plein de choses comme celle-ci. Donc, voilà. Mais bon, on était dedans, donc c'était pas trop compliqué pour nous d'être dedans. Et pour ce qui concerne le gaspillage alimentaire, il est venu après, quand la ville de Rouen a décidé d'aller dans la démarche Mon Restaurant Responsable, où un des piliers de la démarche Mon Restaurant Responsable, c'est effectivement lutter contre le gaspillage alimentaire. Et effectivement, on sait que nationalement, en gros, on a entre 25 et 30% de gaspillage sur toute la restauration collective, quelle qu'elle soit. Parce qu'effectivement, il y a le GMRCN, parce que quand on cuisine sur place, on connaît ses consommateurs, donc on peut mieux maîtriser ces éléments-là. Quand vous avez 70 points de livraison, ces 70 restaurants, on livre les mêmes quantités, les mêmes grammages. Donc, et puis, au fil, il y a un respect de la réglementation. Donc, c'est pas évident de gérer le gaspillage alimentaire. Et on a aussi 70 comportements différents sur 70 restaurants, donc avec des approches différentes sur nos responsables de site. Ouais. Donc, on voit comment c'est abordé parallèlement, et on voit également, en tant que cuisine centrale, beaucoup de contraintes à prendre en compte, et donc à avancer vraiment au fur et à mesure. Et on reviendra dessus après vers vous. On affinera un peu justement ce que vous avez identifié déjà plus précisément. On
creusera un peu plus les pistes. Donc, je me tourne maintenant vers Christophe Faubel, donc de Solier, de voir Solier. Donc, vous, comment vous avez abordé aussi cette question du gaspillage? Comment tout s'est mis en route au départ? Qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur? Et après, petit à petit, est-ce que ça a été possible d'atteindre des résultats? Oui, alors nous, on va avoir eu une démarche inverse en fait de Rouen, c'est-à-dire qu'on a commencé par le gaspillage et puis l'introduction de la loi Egalim petit à petit, et ce qui nous a permis ce gaspillage, cet évitement du gaspillage, de pouvoir acheter des produits beaucoup plus, des produits bio, des produits. La démarche a été complètement inverse. Donc voilà, cette démarche elle a été initiée au départ tout simplement parce qu'on a vu qu'on avait de la perte, mais aussi énormément de déchets au niveau des enfants. Les habitudes des enfants étaient chaque année différentes en fait. C'est vraiment une impression et comme le disaient mes collègues de Rouen, chaque restaurant et c'est 60, eux ils ont 70 restaurations différentes et les grammages peuvent être différents sur les 70 sites. Voilà, et on s'est aussi aperçu que le GRCM, si on le suivait à la lettre, posait énormément de problèmes de gaspillage. Tout simplement parce que les enfants ne mangeront jamais 200 grammes de légumes dans une assiette. C'est impossible, ou même 150 grammes. C'est impossible, impossible. Je défie quiconque le faire. Il n'arrivera à rien avec ça. Par contre, essayer de donner à l'enfant l'envie de manger et l'écouter, c'est important. C'est important parce qu'on s'aperçoit que chaque enfant est différent. Alors, dans les 70 sites, ils sont 200, il y aura 200 styles d'alimentation différents parce que les enfants sont tous différents. Et c'est hyper important de prendre ça en compte du gaspillage alimentaire. L'enfant de 6 ans et un autre enfant de 6 ans ne mangeront pas la même quantité d'aliments. Et ça, c'est hyper important d'être à l'écoute des convives, être à l'écoute des enfants pour pouvoir éviter ce gaspillage alimentaire. Enfin, nous, on est parti de ce principe-là. Et voilà, donc nous, on travaille en self. Donc, c'est très facile d'écouter les enfants parce que lorsque on lui demande ce qu'il veut, et ben voilà, on lui donne ce qu'il veut et il a la possibilité de revenir au RAB. Ce que le GRCM, intrinsèquement dans certaines lignes, disait que c'était impossible de mener du RAB. Mais l'enfant, il faut travailler avec son appétit et non pas avec des normes. C'est impossible de travailler avec des normes avec les enfants. Enfin, nous, en tous les cas, on a pris ce sujet par ce biais-là. On a établi qu'il y aurait des demi-portions d'entrée. On a établi qu'il y aurait des demi-portions de viande. Si les enfants ont envie d'en avoir d'autres, ils en ont d'autres. On a toujours ce qu'il faut derrière. Mais voilà, s'ils ont envie d'avoir une demi-banane le jour où il y a banane, et ben, ils ont une demi-banane. Et voilà. Et s'ils en veulent qu'un quart, ils en ont qu'un quart. Un enfant, il ne se laisse jamais mourir de faim. Ça, c'est les médecins qui le disent. Il faut partir de ce principe-là. Et donc là, on voit déjà bien la philosophie de votre approche. Et est-ce que c'est possible de nous donner un peu les différentes étapes? Comment ça s'est passé dans le temps, cette approche de réduction du gaspillage? Est-ce qu'il y a eu des moments différents, des paliers ou des choses comme ça? Ça prend du temps. Ça prend du temps, forcément. Déjà, il faut que les équipes soient OK avec ce qu'on veut mettre en place. Il y a des personnes qui ne conçoivent pas une assiette à moitié pleine. Ça, il faut leur expliquer que c'est pas parce que l'assiette est pleine que l'enfant va tout manger. Faux, complètement faux. Ça, c'est, enfin, en tous les cas, nous, c'est ce qu'on vit ici à Solier. Voilà, et je pense que c'est un petit peu partout pareil. Si on remplit une assiette entièrement, l'enfant, je suis pas bien sûr qu'il la mange entièrement. De toute manière, il aura un frein qui se mettra en place. Après, comment on a mis en place les choses? Petit à petit.
petit à petit. Alors, on a commencé avec le régal, avec les défis à assiette vide. Ça, c'était important. Tranquillement, hein, on n'a pas révolutionné tout d'un seul coup. On a fait une première semaine qui était avec vous, les mesures étaient pas terribles, hein, il faut le dire. Hein. Les premiers temps, on était à plus de 90 grammes par plateau de jetés par enfant. C'était pas terrible. On était plutôt dans le bas du panier plutôt que dans le haut. Et au bout de ces 3 ans, on arrive maintenant à quasiment 30 grammes de perte par plateau. Voilà. Le pain, on est à 0 gramme de perte. On est à 0 gramme de perte tout simplement parce que le pain, il est remis le soir sur les goûters. Voilà, tout simplement. Hein. Il y a pas, on n'invente rien. Tout simplement, pas de perte. Et puis les desserts, ceux qui ne sont pas présentés, eh ben, sont repassés sur les goûters aussi du soir. Il n'y a pas, voilà. Donc déjà, pain, dessert, on est quasiment à 0. Voilà. C'est un rythme à prendre. Ce sont des choses à voir petit à petit, mais voilà. D'accord. Donc là, on voit vraiment qu'il a fallu prendre du temps pour obtenir des résultats, et on voit que vous avez vraiment réussi à avoir des résultats, et on voit vraiment que significativement, vous avez réduit les pertes. Oui, tout à fait. Ce qui nous a permis de mettre en place après l'achat du bio, voilà. Mais ça, on va revenir après. On va y revenir après. C'était dans un second temps que je voulais revenir dessus. Ça allait être ma question. Non, mais d'accord. En fait, je voulais savoir, juste avant de partir sur votre approvisionnement, avant d'entamer cette démarche de gaspillage alimentaire, donc il y a 3 ans, si j'ai bien compris, quel était votre approvisionnement au départ? Est-ce que vous étiez déjà très sensibilisé, circuit court, bio, signe de qualité, ou voilà, mais déjà, juste sans dévoiler la suite. Bio un petit peu moins, produits circuit court et de qualité, oui, déjà. D'accord. Donc, il y avait déjà une sensibilité à ce sujet-là. Oui, il faut savoir qu'on fait quasiment tout ici. Hein. Place, hein, c'est pas, voilà. Ça, je pense qu'on va y revenir avec Rouen, justement, ce côté faire, et vraiment cuisiner, qui peut être un levier intéressant. Donc là, je vais me retourner maintenant vers Rouen, vers Pierre Creuset et Dominique Maupin pour voir. Donc là, on a vu que votre approche vous avez commencé d'abord par le côté, donc vraiment Egalim, se donner ses objectifs Egalim, et là, identifier plutôt les aspects gaspillage alimentaire. Sur le gaspillage, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de voir les différents axes? Donc, vous les avez rapidement abordés tout à l'heure, mais peut-être préciser ces différentes contraintes déjà que vous avez. Alors, peut-être commencer d'abord en niveau cuisine centrale, et après, on va redescendre jusqu'à l'assiette du convive, et nous dire les premières pistes que vous commencez vraiment à identifier, sur lesquelles vous allez petit à petit mener des actions pour réduire ce gaspillage. On ne vous entend pas, ou à vous? Alors, en cuisine centrale, sur le gaspillage, c'est assez complexe parce qu'il faut tenir la vie de 70 personnes. Bien souvent, il y a aussi la fierté des gens qui servent dans la restauration scolaire, qui disent « mais moi, j'ai pas de gaspillage, mes enfants mangent tout ce que vous proposez, etc. » Mais c'est vrai que quand on n'a pas ces consommateurs en face de soi, c'est très, très complexe. Et c'est là tout le travail de Pierre qui va vous en dire beaucoup plus que moi à ce niveau-là par rapport à ces 70 restaurants. Alors, c'est vrai que dans le cadre de la démarche pour rester responsable, l'année consacrée avec des lancements d'expérimentation qui rejoignent d'ailleurs le témoignage qu'on vient d'avoir, était vraiment ciblée en 2020. Bon, ça tombe mal. Donc, du coup, il y a un certain nombre de choses qui ont été reportées à une date ultérieure, mais cela dit, il y a eu quand même des choses qui ont été faites en 2018. Donc, je vous disais tout à l'heure, on a mis en place une étude d'évaluation du gaspillage alimentaire qui, voilà, hein, comme toutes les grandes villes de France, je pense, était à peu près de 33% en maternelle. À peu près, hein, et davantage en élémentaire. Parce qu'effectivement, voilà, le goût évolue. En maternelle, on est encore très ouvert, on est encore plutôt très ouvert dans les goûts. On se laisse plutôt
on va plutôt essayer les choses. En élémentaire, il y a une régulation, il y a un rythme de la journée qui est un peu différent, etc. Donc, déjà, il y a une différence de gaspillage alimentaire tout au long de la progression. Et je pense qu'il ne faut même pas en parler en collège ou en lycée. C'est des choses qui doivent être aussi assez conséquentes. Et donc, suite à cette étude, ça nous a permis de chiffrer, de voir un peu les marges de progrès qu'on pouvait éventuellement dégager des moyens financiers qui pourraient être effectivement redégagés sur du mobilier comme sur de la denrée, enfin voilà, sur un certain nombre de choses. Et de nombreux agents étaient très frustrés de ce gaspillage alimentaire, il faut être clair, c'est-à-dire que sur chaque site, il y avait énormément de retours. Mais pourquoi effectivement on a ce grammage-là? Les recommandations GMERCN, ça nous entraîne dans des pratiques qui sont très peu éducatives, puisqu'en fait, on sert l'enfant sachant très bien qu'il ne consommera pas sa prestation. Donc voilà, donc c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a souhaité rejoindre des initiatives comme le défi assiette vide du Régal, pour aussi permettre à tout le monde officiellement de s'engager dans « je sers ce que l'enfant souhaite ». Par contre, effectivement, on lui demande de finir son assiette. Alors, à la marge, parce que des fois, ça arrive que l'enfant se trompe dans sa quantité, c'est pas très grave. Mais en tout cas, il y a des initiatives comme ça qui nous ont permis de mettre vraiment voilà, de mieux comprendre ce qui se passait dans les restaurants et sensibiliser les collègues et les élus également. Parce qu'il y a des décisions d'élus qui sont très importantes dans ce cadre-là, qu'il faut assumer auprès des administrés, auprès de l'ensemble des Rouennais. Et donc voilà, ça a permis déjà de porter des initiatives. Ensuite, on a mis en place, on s'est rendu compte notamment qu'il y avait une consommation de viande qui était particulière dans certains sites pour de multiples raisons. On avait un gaspillage de viande qui était assez important, alors que c'est une denrée qui est relativement chère. Et donc, l'objectif, c'était dans un premier temps de mettre en place de façon quotidienne un repas sans viande, tous les jours, pour permettre à l'enfant d'être plus à l'aise face à son assiette. Donc, quotidiennement, depuis septembre 2019, chaque enfant rouennais qui le souhaite n'aura plus de viande dans son assiette, mais aura une protéine de substitution par différents éléments. Là, peut-être Dominique Maupin sera plus précis que moi sur cette question-là. Voilà, donc c'est-à-dire que déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite baisse du gaspillage alimentaire par l'arrivée de cette nouvelle offre auprès des familles. De nombreuses familles aussi étaient plutôt ravies de voir cette nouvelle offre arriver parce que ça permettait, elles, de savoir que leur enfant avait une assiette qui correspondait plus à leurs habitudes, mais aussi que l'enfant, tout naturellement, aborde son assiette de façon positive, ce qui changeait quand même beaucoup de choses, puisque en plus, quand la viande n'était pas consommée, souvent c'était presque l'ensemble de l'assiette qui n'était plus consommée, puisque voilà, tout était dans la même assiette. Ça apportait quand même des problématiques non seulement de consommation, mais avant tout d'équilibre alimentaire pour l'enfant. Donc voilà, donc ça a été une première orientation qui mérite une étude plus poussée sur cette réduction de gaspillage alimentaire. C'est ce qui était prévu cette année. Voilà, donc on va s'y mettre dès qu'on va pouvoir. Mais en ce moment, la vie des offices et des restaurants est un peu perturbée par le Covid. Donc voilà, une chose en son temps. Donc voilà, donc ça c'était une première mesure lutte contre le gaspillage alimentaire qui s'est avérée plutôt positive. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres initiatives comme ça portées sur des repas sans viande. Alors, peut-être continuer déjà dessus et Christophe pourra réagir après tout à l'heure sur ces questions de un repas végétarien. Je pense qu'on l'abordera après. Mais alors là, déjà, vous abordez cette question d'étude du gaspillage pour essayer de travailler. Donc, j'imagine aussi sur les quantités. Oui. Là, vous parliez de ce projet-là. Est-ce que vous pourriez dire 2 mots justement de ce projet entre la cuisine centrale et peut-être ce que vous comptez faire spécifiquement là-dessus? Alors, pour rejoindre le témoignage précédent, c'est vrai que depuis septembre 2019 également, on demande à l'ensemble des enfants de se servir, en tout cas tout ce qui est froid. Donc, l'enfant se sert la quantité qu'il souhaite. Et donc, voilà. Donc, déjà, on est sur du dégrammage. Donc, on n'est plus dans les recommandations GMERCN. Ça, c'est clair.
Donc, ça met du temps à se mettre en place. Ça demande aussi, c'est un élément qui demande de former les agents, d'échanger avec eux, parce qu'en fait, il y a aussi cette crainte que l'enfant ne mange pas assez. Il y a aussi voilà, dans les pratiques professionnelles, ça demande des temps d'information, de formation, de pouvoir relativiser ce temps de repas qui est certes 4 repas semaine, qui est important, mais cela dit, voilà, il faut que ces temps-là puissent être appréhendés de façon très positive, détendue, ce qui n'est pas toujours le cas parce que, bah, il y a des services le midi où il y a beaucoup d'enfants et donc les choses vont très vite. Donc voilà, enfin, en tout cas, il y a cette question de la formation et de l'information des agents, moi, qui me semble primordiale. Comment on travaille ensemble sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est mis en place notamment les petites, moyennes, grandes fins sur les entrées, les desserts, le fromage. Maintenant, on aborde la question du plat également. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la consommation de chaque site, de pouvoir en faire des analyses fines pour que derrière, l'approvisionnement du restaurant soit différent sur les 70 sites. C'est-à-dire qu'effectivement, une école rive gauche ne va pas consommer de la même façon qu'une école rive droite ou qu'un quartier ouest, etc. Donc, il faut qu'on analyse de façon fine, et c'est ce qui devait être lancé et ce qui va l'être, la consommation de chaque site pour effectivement revenir sur l'ajustement de l'approvisionnement et donc de la commande aussi aux producteurs locaux. Il va falloir remonter la chaîne, mais avant tout en s'appuyant sur l'enfant. Alors justement, là, on a eu une question de Monsieur Yousfi sur, donc là peut-être plus à Monsieur Maupin, par rapport à comment faites-vous justement pour passer des commandes chez les petits producteurs locaux, vu que vous avez quand même beaucoup de repas par jour, comment vous faites avec ces petits producteurs locaux pour être en conformité avec le Code des marchés publics? Bah, Quels sont les outils? tous nos achats ont fait l'objet d'un appel d'offres en 2019. Et donc, nos produits locaux sont dans un groupement de producteurs. Donc, par exemple, pour nous, sur l'agglomération, donc c'est Local et Facile et Interview Normandie. Donc, Local et Facile pour tout ce qui est durable, raisonné, et Interview pour tout ce qui est bio. Et donc, ces petits producteurs-là n'ont pas eu besoin de répondre au marché puisque c'est la structure Local et Facile dont ils sont adhérents qui a répondu à l'appel d'offres. Donc, ils ont gagné le marché. Donc, on est totalement en conformité avec les marchés publics. D'accord, merci. Donc, c'est plus le regroupement des petits producteurs. Donc, c'est de voir sur un territoire. Sabine Julien parlait tout à l'heure des PAT, peut-être voir s'il y a des projets de PAT pour regrouper les producteurs locaux. Je vais me retourner maintenant vers Christophe Fauvel pour justement aborder cette question Egalim. Donc, on a vu tout à l'heure que ça avait été possible de réduire le gaspillage alimentaire et donc comment ça s'est traduit sur un levier, justement. Quel levier cela a été pour l'atteinte des objectifs Egalim? C'est tout bête, hein. De toute manière, à partir du moment où vous avez moins de déchets, vous vous apercevez, vous produisez trop de toute manière. La première chose, c'est ça, c'est vous apercevez que vous avez toujours l'impression de manquer en fin de service, enfin des choses comme ça. Alors moi, c'est vrai que je peux réagir assez rapidement, hein. S'il faut, je suis sur place, on n'a pas non plus tant de couverts que ça. Mais le tout, c'est de changer les mentalités. Et après, au fur et à mesure, bah, tout découle, je veux dire, fluidement, en fait, parce que vous apercevez que, bah, au lieu de commander 25 kilos de viande, bah, vous en commandez plus que 22, et puis après, plus que 20. Pour les légumes, c'est pareil. Vous avez tendance à ouvrir le sac et puis à le mettre en entier, éventuellement, si vous utilisez des produits surgelés. Eh ben non, n'ouvrez pas le sac en entier, mettez pas le sac entier, mettez que un demi-sac. Ça ne sert à rien de mettre le sac en entier. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là, c'est un travail aussi. On a tous eu peur à un moment dans notre métier de manque, d'être pris de court en fin de service. On s'est installé une espèce de petit confort, tout simplement. Un petit confort qui nous allait tous bien, hein. Moi, j'en suis le premier, au premier chef. Je me suis vraiment remis en question, hein, par rapport à tout ça.
les commandes, la distribution du repas, voilà. Et puis après, si on raisonne tout simplement et tout logiquement, et ben voilà. Alors au lieu de commander ces 25 kilos, on commande plus que 20 kilos et on peut peut-être aller sur une qualité supérieure, on peut peut-être aller sur du label, on peut peut-être aller sur du bio, on peut peut-être voilà. Et tout se compense petit à petit, et voilà, enfin, nous, en tous les cas, on a beaucoup moins de réflexion que sur des gros sites comme Armand, effectivement, où là, il faut vraiment qu'une machine de guerre se mette en place. Nous, on est 4 en cuisine. C'est tout de suite plus facile à discuter ensemble et trouver les solutions ensemble aussi, parce qu'il faut trouver les solutions ensemble. Voilà. Alors, concernant l'approvisionnement, nous, on a l'effet inverse des grosses structures, c'est que les grosses structures sont obligées d'aller chercher Interbio, par exemple. Nous, on va chercher des petits producteurs, mais il faut aussi qu'ils puissent nous livrer. Et là, c'est beaucoup moins facile parce que faut aller leur dire, voilà, je vais avoir besoin de 12 salades ou 18 salades. Je vais avoir besoin de 18 choux-fleurs, 20 choux-fleurs. Pas évident, pas si évident que ça de leur dire est-ce que vous pouvez me distribuer, est-ce que voilà, et c'est aussi une part de travail aussi à aller chercher. Moi, nous, on a été chercher un tout petit producteur dans le secteur, il n'a pas tous les fruits et légumes, il n'a pas tous les légumes. Ouais, voilà. Donc, on continue à travailler avec notre ancien fournisseur, mais voilà, on essaye de faire travailler les gens à proximité. Mais on a d'autres impératifs. Interbio, par exemple, c'est 55 kilos de viande. Moi, je ne consomme pas 55 kilos de viande. Même si je fais 2 services, j'ai 40 kilos. Voilà. On a aussi d'autres problématiques. Alors, on voit que c'est d'autres problématiques parce que ce n'est pas du tout la même approche. Par contre, on se rend compte qu'une des solutions que les producteurs se mutualisent est sans doute une piste, on l'a vu aussi bien quand vous êtes dans des grands marchés publics, et que là c'est plus un problème de logistique, et donc de voir comment les petits producteurs peuvent s'organiser point de vue logistique. Avant de poursuivre, peut-être Alice, si tu veux nous faire part, ou Sabine, Alice ou Sabine, si vous voulez nous faire part de questions qui ont été posées par les participants. Oui. Alors, il y a Catherine Spondy qui demande si, à Monsieur Fauvel, je pense, s'il serait arrivé à un objectif de 0 gaspillage alimentaire en cuisine. De zéro gaspillage alimentaire. Ouais, en tout cas, quel est votre… En cuisine, non, on n'y est pas. On est entre 15 et 20 grammes. 15 et 20 grammes. On y arrive certains jours. Hier, on est arrivé à 0, par exemple. On est arrivé à 0. Bon, c'est rare. On ne peut pas arriver à 0. De toute manière, on ne peut pas. Il faut quand même avoir un matelas pour les enfants qui demandent un petit peu de rab. Et, voilà. Et ça, on ne sait pas s'ils vont en demander ou pas. Du fait qu'on donne des demi-portions, pour ceux qui le veulent, s'ils en veulent du rab, il faut toujours qu'on ait un petit matelas de confort. 0, c'est impossible. 0, c'est impossible. Nous, on a envie d'arriver à 20 grammes tout compris et en cuisine et restauration comprise, enfin déchets, plateaux compris. Je pense qu'on va mettre encore 2 ans, au moins, avant de pouvoir le faire. Et une autre petite question aussi, c'est est-ce que vous faites un repas végétarien par semaine? Oui. Ouais. Alors, mais les données que je donne sont des données d'avant Covid. Attention, on a un peu stoppé les données et l'enclenchement du menu végétarien est arrivé quasiment en même temps pour nous en tous les cas. On est à un menu végétarien par semaine. Ça nous fausse un petit peu les données, on va dire, pour le moment. Ils ont du mal à s'habituer. On travaille dessus. C'est une habitude alimentaire, tout simplement. Même nous, en tant
en tant que cuisinier, on est tous un peu, je dirais, viandards. C'est notre métier qui veut ça, en fait. Et il faut que nous, on change notre mentalité et qu'on donne cet influx aux enfants. Donc, voilà. Maintenant, effectivement, les jours où il y a menu végétarien, c'est un petit peu plus compliqué en termes de poids, de poids jeté, de gaspillage alimentaire. Mais bon, on va pas se résigner. On va continuer, travailler. Très bien, merci pour ce retour. Peut-être, Rouen. Juste un ajout. Alors, ce n'était pas une question, c'était une intervention donc, du réseau des CIVAM normands. Mais il peut y avoir d'autres intermédiaires. Donc, il rappelle simplement que le groupement de producteurs Interbio donc, est une structure à l'échelle régionale avec des producteurs bio présents sur le territoire. Que Interbio donc, est à la disposition effectivement des acteurs de la restauration collective, qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir, tels que le FR-CIVAM ou tels que la Chambre d'agriculture, pour accompagner les acteurs de la restauration collective pour qui souhaitent s'engager dans des démarches d'approvisionnement durable. Ils peuvent les accompagner dans la mise en lien, l'élaboration des marchés publics, etc. Voilà, je pense que c'était important. Et juste un rappel également, pour les participants, attention, là c'est vrai qu'on parle beaucoup de produits locaux, produits de proximité, ce ne sont pas les critères retenus dans la loi Egalim. Même si effectivement ce sont des produits que l'on peut privilégier, notamment par l'intermédiaire des projets alimentaires territoriaux, ce ne sont pas, ils sont enfin voilà, l'objectif effectivement c'est dans la mesure du possible de promouvoir des produits qui sont à proximité, mais ce n'est pas un critère tel quel dans la loi Egalim. Il y a une question qui vient d'arriver de Alexandra de la CNR qui demande à Monsieur Fauvel est-ce que les restes en cuisine pourraient être consommés par les agents sur place après le service? Alors, on est très peu en fait à manger sur place. On est 4 ou 5. Donc voilà, nous on a déjà on prend nos repas, après. Donc oui, effectivement. Ceci étant, non, s'ils sont présentés, malheureusement, voilà, on peut pas faire grand chose. Après, ceux qui ne sont pas présentés, j'ai une cellule de refroidissement, ils sont passés le lendemain, effectivement. Par contre, oui, voilà. On a toujours aussi cette pression hygiène. Ça ne change rien par rapport à tout ça. On a derrière. Et puis, on n'a jamais de grosses quantités. Donc, voilà, c'est assez délicat. Sujet sensible. Oui, c'est plutôt sensible. Mais c'est des choix de collectivité. Peut-être sur la question du repas végétarien, peut-être Rouen, vous souhaitez intervenir aussi, parce que je sais qu'on avait discuté là-dessus, et c'est aussi se dire que voilà, vous êtes au début de réflexion aussi entre proposer ce repas, mais ne pas avoir trop de gaspillage non plus. Oui, je rebondis sur ce qu'a dit Christophe Fauvel. Effectivement, le végétarien, d'abord, ce n'était pas dans nos gènes. Nous, on a recruté une diététicienne au tout début pour le repas sans viande pour faire un apport de protéines suffisant pour l'enfant. Mais ça nécessite quand même de mettre en place des recettes, repas végétariens. Et puis pour avoir la correspondance, par exemple, de 50 grammes de viande dans l'assiette, on se retrouve avec 120 ou 130 grammes de légumineuses, enfin de préparation à base de lentilles, d'haricots rouges, d'épeautres, de tout ce qu'on veut. Et là, par contre, ça, effectivement, au jour d'aujourd'hui, ça génère du gaspillage alimentaire. Et en plus, les enfants ne sont pas habitués aujourd'hui à manger du repas végétarien. Alors, en termes d'éducation, c'est extrêmement intéressant. Puis même nous, en tant que cuisiniers, on trouve ça bon. Mais quand on n'est pas habitué, ce repas végétarien génère beaucoup de gaspillage aujourd'hui. Mais vraiment beaucoup. Oui. Et il est en place effectivement une fois par semaine depuis le 1er novembre de l'année dernière. Ça, cette question, ça fait plusieurs fois que vous relevez ce lien avec le côté habitude, dire on n'a pas l'habitude. Et c'est vrai que la population globale, à part une niche de la population, la majorité n'est pas habituée à ce type de repas. Et ce côté
un peu sensibilisation des jeunes peut-être au goût. Donc, c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, on aura un atelier. L'atelier à 14 h cet après-midi sera sur l'éducation au goût. Donc, c'est peut-être un des leviers à activer en parallèle de ces repas qui sont proposés, puisque, comme vous le dites, certaines fois, les enfants ne sont pas habitués et donc ne consomment pas les plats et donc font du gaspillage. Donc, là, on voit la difficulté entre l'atteinte d'objectifs d'une loi et la mise en place opérationnelle. Est-ce qu'il y aurait des questions, Alice ou Sabine? Oui, on a une question à Monsieur Maupin. Est-ce que vous avez des retours sur les raisons pour lesquelles la viande était gaspillée? Bah, jusqu'à maintenant, c'était essentiellement confessionnel aussi, hein. C'est les évolutions de la population, de la société. Au tout début, quand on a fait la démarche sur les repas sans viande, on était plus ou moins à 35 ou 40% de repas sans viande. Et bon, maintenant, avec l'expérience, on est plutôt sur du 30-33%. Mais c'est principalement une raison confessionnelle, hein. Pour beaucoup, il y a certains enfants qui mangent du sans viande aussi de plus en plus, puisqu'on a des enfants qui deviennent véganes, etc. C'est tout ça un bien-être animal aussi qui perturbe les enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, la majorité, quand même, c'est pour des raisons confessionnelles. Et une autre question, à savoir si vous aviez le soutien des parents. Oui, on a soutenu des parents parce que quand on a mis en place ce repas sans viande, eh ben, ce qui s'est avéré, c'est qu'on a eu entre 300 et 400 enfants de plus à la cantine tous les jours. Et les chiffres se confirment au jour d'aujourd'hui, hein. Auparavant, en termes de fréquentation, suivant le menu qui était proposé aux enfants, le lundi, on pouvait avoir 7100 repas, le mardi, 7300, le jeudi, 6900 et le vendredi, 6700. Et depuis qu'on a mis en place ce repas sans viande, on s'aperçoit qu'on a des effectifs qui sont constants du lundi au vendredi. Donc effectivement, les parents s'y retrouvent largement au jour d'aujourd'hui. Oui. Donc, Il y a encore une question qui, qui vient d'arriver de Pauline Delhôtel qui parle du don alimentaire, surtout par rapport à Rouen apparemment. Comment est-ce que c'est mis en place et quelles sont les contraintes sanitaires? Alors pour le don alimentaire, nous, on a conventionné avec trois organismes, hein, qui sont Émergence, Foyer des 7 pour dames et pour femmes, et puis aussi le SAMU social. Par contre, effectivement, au niveau des exigences réglementaires, on impose à ce qu'ils viennent chercher la marchandise. Et donc, il y a un bon livraison avec les restes qui sont proposés. Quand je dis les restes, hein, c'est les produits qui sont en barquette, qui n'ont pas été réchauffés, ni touchés, ni ouverts, qui sont toujours dans la DLC, et ils viennent chercher ça en camion frigorifique. Et après, bon, c'est de leur responsabilité pure, hein. Dans la convention, c'est prévu. très bien. Merci pour tous ces éléments. Juste un complément d'information pour le volet don, puisqu'effectivement, maintenant, la restauration collective a une obligation, la restauration collective de plus de 3000 couverts a effectivement maintenant une obligation de don aux associations. Et donc, il y a un travail qui est en cours pour préparer des modèles de convention type entre la restauration collective et l'association. Et comme ça protège aussi chacune des deux parties quant à la réglementation sanitaire. Ah, très bien. Après, pour le don alimentaire, sur des plats cuisinés, c'est pas toujours très simple, hein, parce qu'il y a plein d'associations qui font des collectes et des dons aux gens qui sont démunis, comme par exemple les Restos du Cœur, mais les Restos du Cœur, dans des plats cuisinés, ils n'ont pas de frigo pour le conserver. C'est pas simple. La banque alimentaire, c'est pas simple non plus. Donc, il faut vraiment trouver des structures qui accueillent des gens pour pouvoir redistribuer ces repas. Merci par rapport à ces questions-là. Donc, encore une dernière question, peut-être, si on a un peu de temps. Une question pour les repas qui sont sans viande. Sont-ils enrichis ou peut-il être fabriqué avec des produits végétariens type pois chiches? Oui. Qu'est-ce qui répond? Oui. Les repas à Solier ou à Rouen. Les repas végétariens qui sont proposés, oui, il y a des légumineuses et ils correspondent tout à fait à l'apport journalier pour un enfant, hein. C'est vraiment calculé par une diététicienne et il y a tout ce qu'il faut pour compenser une part de viande, du poisson ou d'omelette. Donc oui, il y a du pois chiche. Oui, il y a des pois chiches. Oui. Même peut-être rajouter qu'il y a également des expériences de flexitariens où la part de viande est toujours présente, mais réduite de 50%. Donc, il y a 50% de viande en moins et par contre, c'est remplacé par
voilà, des légumineuses, des céréales complètes. Donc voilà, ça c'est aussi des pistes qui se font. Donc là, il nous reste à peu près 8 minutes pour finir. Donc je vais laisser encore peut-être voilà, quelques mots de fin à chacun d'entre vous. Et après, je laisserai Camilla Fourreau du CNFPT en fin d'intervention pour nous faire un petit point sur les formations proposées l'année prochaine par le CNFPT. Donc peut-être, alors je ne sais pas, Christophe ou pour Rouen, si vous voulez. Donc un dernier petit mot de conclusion pour dire, bah voilà, vous, la personne qui nous écoute, s'il y avait vraiment quelque chose qui est important à faire passer à d'autres structures, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, le petit plus, voilà. Moi, en tous les cas, c'est qu'il ne faut pas se faire peur. Il ne faut pas se faire peur pour ceux qui entament cette démarche. C'est pas non plus insurmontable. Simplement, il faut induire du bon sens, en fait, dans l'esprit des équipes. Il faut surtout persévérer aussi. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Il y a des jours où même des semaines entières où les grammages gaspillés remontent en flèche. Après, il faut aussi réfléchir aussi à l'élaboration des menus aussi. Il y a aussi ça, on n'en a pas parlé, mais voilà, faut entendre ce que disent les enfants. Alors, il n'est pas question de mettre des frites tous les jours, hein, bien entendu, mais il faut entendre ce que disent les enfants concernant ce qu'ils veulent manger et ce qu'ils ne veulent pas manger. Parce qu'il y a aussi des choses qu'ils ne veulent pas manger. Et s'obstiner à mettre des choses qu'ils ne veulent pas manger, ça induit du gaspillage alimentaire. Alors, je suis sûr que certaines personnes sont en train de bondir sur leur chaise, hein, forcément, mais obliger un enfant à manger ce qu'il ne peut pas manger, déjà comme il ne mangera pas au niveau de l'équilibre alimentaire, on sera à zéro de toute manière, et en plus ça induira du gaspillage. Donc autant faire ce qui me plaît, le faire bien, avec des produits de qualité, et voilà. Et vous verrez que si vous mélangez tous ces petits ressorts, et à l'arrivée, le gaspillage alimentaire, il diminue. Il diminue. On n'a pas hésité, hein, on a une commission menu tous les mois qui valide mes menus. On n'a pas hésité à retirer certains produits. Voilà. Après, voilà, il faut aussi se dire qu'on fait 4 à 5 repas pour ceux qui travaillent le mercredi, 5 repas dans la semaine sur 14. On n'est pas non plus, voilà, l'équilibre alimentaire, il ne se fait pas que chez nous, aussi à la maison. Alors, on a une grosse partie, on doit éduquer les enfants, mais on doit aussi faire attention à le peu qu'ils mangent chez nous, le peu de temps qu'ils mangent chez nous, qu'ils puissent prendre du plaisir. D'accord. Et la notion de plaisir, elle est importante. Très bien. Finir sur ce mot-là, ça me va très bien. La notion de plaisir est importante. On partage complètement. Et pareil, quelques minutes, 1 à 2 minutes pour Rouen, votre petit mot. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors peut-être pour des établissements qui auraient un peu la même configuration que vous, un point important à garder, à mettre en avant rapidement. Alors, moi, je pense qu'on va essayer de le faire à 2 voix rapidement. Effectivement, moi, je rejoins complètement M. Fauvel sur la place centrale de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'ensemble des adultes se mettent au service de l'enfant sur ce temps-là. Je pense que c'est un bon jeu de mots, mais il faut vraiment se mettre au service de l'enfant, de pouvoir évaluer très régulièrement sa consommation. Par exemple, juste avant les vacances, là, on a mis en place la semaine du goût pour illustrer, et on a donc présenté des sortes de pâtes aux enfants, différentes sortes de pâtes, des pâtes au curry, des pâtes basilic, etc. Les enfants étaient mis dans un rôle d'évaluateur, c'est-à-dire qu'ils ont évalué tous les jours. Il va falloir aller un peu plus vite parce que par contre, il faut qu'on laisse la place au forum des outils après, je suis désolée. Enfin, remettre l'enfant dans un rôle d'évaluateur pour réguler le travail des adultes. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer.
Très bien, merci. Comme disait Christophe Fauvel, c'est une remise en question de nos pratiques culinaires. Il faut se remettre un peu au boulot quand même, hein. On a peut-être perdu l'habitude par le passé on a un certain confort, il faut se remettre au boulot. Alors, le gaspillage alimentaire, il y en aura toujours un peu parce qu'on a aussi un rôle d'éducateur. Parce que si on n'éduque pas les enfants à manger des carottes ou des navets, ils n'en mangeront plus jamais. Et on sait le problème de santé qu'il pourrait y avoir derrière, dans l'avenir, dans les futures générations. Donc, mais essayons de maîtriser ce gaspillage et puis de le redistribuer aux associations. Très bien, merci. Désolée de vous presser, mais merci beaucoup pour ce mot de la fin. Camilla, est-ce qu'en 2 minutes, tu peux nous faire un petit point sur les formations CNFPT? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, pour être dans le thème, tout d'abord, sur la lutte contre le gaspillage en 2021, comme en 2020, nous avons 2 formations. Donc, une d'une journée pour tous les agents qui accompagnent les enfants, ATSEM, agents de restauration, qui s'intitule simplement la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants. Donc, il s'agit surtout d'une sensibilisation. Ensuite, nous avons une deuxième formation pour plutôt les porteurs de projets, une formation de 2 jours et demi, la conduite d'un projet de lutte contre le gaspillage. Donc, une formation plutôt pour donc les personnes qui sont vraiment dans le projet. Ensuite, autre formation d'actualité, c'est l'approvisionnement en denrées alimentaires de qualité, donc 2 jours et demi. Les menus végétariens, pareil, une journée de sensibilisation. Et 2 formations plus pratiques, atelier culinaire, les protéines végétales, et l'atelier culinaire valorisation des fruits et légumes. Donc voilà quelques sessions qui seront proposées aussi bien à Rouen, Hérouville-Saint-Clair, Saint-Lô, Le Havre, Beaumont-le-Roger et Alençon sur toute l'année 2021. Et donc encore un rappel pour le webinaire le 9 décembre sur la commande publique éco-responsable. Donc 9 décembre à 14 h et les inscriptions sont toujours ouvertes pour les agents territoriaux sur le site d'inscription en ligne CNFPT. Très bien, merci beaucoup Camilla, en plus d'avoir été très très succincte, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de voir les résultats du sondage très rapidement, de voir déjà, donc il y avait une majorité d'agents territoriaux, des responsables de restauration également, quelques associations et 5 autres, et un ou une cuisinière. La question était, est-ce que c'est possible de réduire le gaspillage pour réinvestir dans l'approvisionnement de qualité? Donc, vous étiez 76% à penser que oui, donc c'est une bonne chose. 14% à dire oui, mais c'est difficile, et personne ne croit que ce n'est pas possible, donc c'est très positif. Et pour le GEMRCN, une majorité, c'est bien que c'est une recommandation et non pas une obligation, donc c'est intéressant comme élément. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous, merci à nos intervenants, merci messieurs, tous les 3 pour votre intervention très, très riche, très intéressante. Donc de toute façon, on continuera les liens avec le Régal, parce qu'on est toujours friand de ces expériences concrètes et, voilà, sur le gaspillage et Egalim. Est-ce que les animateurs, que ce soit Sabine, Camilla ou Alice, vous souhaitez rajouter quelque chose? Sinon, on va clore cet atelier. C'est bon pour tout le monde. Donc, je vous remercie une dernière fois pour cet atelier, pour votre participation. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, sur ce même lien aura lieu dans quelques minutes le forum des outils. Voilà. Donc, merci encore, merci. Et à bientôt. Au revoir, Christophe. Au revoir, merci Pierre beaucoup. et Dominique, merci beaucoup. Et à bientôt. Ça fait du bien. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.